Et bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous là pour ce Café Marco sur la puissance de la cartographie des achats. Donc moi c'est Marjorie, je suis consultante avant-vente. Je suis accompagnée de Frédéric qui est chef produit Marco. Tout à fait, c'est bien ça. Et puis nous sommes surtout accompagnés aujourd'hui de Nicolas qui va se présenter, qui travaille donc au sein du cabinet Améliore. Nicolas, je te laisse poursuivre cette présentation. Merci. Donc bonjour à tous, Nicolas Kravzik. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le conseil en achat, 8 ans que je suis maintenant chez Améliore Conseil. On accompagne des clients publics et privés sur des missions achat responsable, beaucoup de Spazer en ce moment pour la partie publique, mais aussi tout le volet opération, supply chain et la gestion de projet de manière un petit peu plus large, mais aussi une grosse activité sur la partie RSE. Voilà un peu pour les activités du cabinet. Et pour le sujet du jour qui est la cartographie, j'ai commencé à en faire très jeune, presque. Ça fait 15 ans que j'ai réalisé ma première cartographie pour un grand compte, CAC 40, et depuis, j'ai globalement pas arrêté. J'en ai dû en faire une trentaine pour des acteurs publics, privés, avec tout type de données, mais on aura le temps de rentrer dans le détail de toute façon, au fur et à mesure de la discussion. Très bien, on va lancer le support que vous pouvez télécharger. Vous l'avez en format PDF disponible en téléchargement, donc n'hésitez pas évidemment à le récupérer. Je vais le projeter également tout de suite à l'écran. Je vais partager mon écran immédiatement. Et pendant ce temps-là, j'en profite pour vous préciser que vous pouvez poser toutes vos questions dans le petit onglet questions et je me ferai un plaisir de transmettre les questions. Voilà, c'est parti. Normalement, vous avez le support qui apparaît à l'écran. N'hésitez pas à nous le signaler dans la petite boîte de dialogue qui est à votre disposition pour chatter avec nous. J'espère que vous le voyez correctement. Je vous invite juste à nous dire si c'est OK de votre côté, aussi au niveau du son. Nicolas, je te laisse poursuivre sur la base de ta présentation. Ça marche. Je vais évidemment vite passer sur les références, c'est pour vous montrer qu'on travaille avec des acteurs publics et privés de toute taille, et pour le sujet qui nous concerne aussi, tout type de données disponibles. C'est un point important sur lequel je vais avoir l'occasion de revenir. Avec Frédéric, quand on a réfléchi à cette présentation, on s'est dit qu'il était important de redémarrer par le pourquoi du comment. À quoi sert une cartographie? C'est une question toute bête, mais quand j'en parle avec certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, je me rends compte qu'ils voient ça presque comme une fin en soi. On a fait notre cartographie, on a fait ce qu'il fallait faire, alors que, en fait, malheureusement, c'est qu'une étape au service de tout un tas d'objectifs. Donc, c'est vraiment la première pierre d'une démarche beaucoup plus ambitieuse. Donc, les questions auxquelles en fait on cherche des réponses, elles sont assez simples. C'est tout simplement qui achète chez nous, à qui on achète, combien est-ce qu'on dépense, est-ce que l'on le fait avec une certaine saisonnalité, comment est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc c'est des questions finalement très simples. La manière d'y répondre est un petit peu plus complexe. Et finalement, à quoi ça sert? Déjà, ça a l'air évident de le dire, mais c'est d'avoir une vision objective de sa dépense. J'ai mis objectif entre guillemets, mais en fait, c'est passer derrière un écran de fumée qu'on peut avoir, des a priori qu'on pourrait avoir. Ça, c'est une constante que j'ai observée chez presque 100% de nos clients, c'est qu'ils avaient une certaine image de leur profil d'acheteur ou leur profil de dépense. Et en fait, l'analyse un peu plus fine leur a permis de revoir toutes ces idées préconçues. L'autre élément, en fait, surtout sur la partie publique, un autre objectif en fait, de cette cartographie, c'est de vérifier que nos pratiques sont en conformité avec la réglementation et avec aussi nos procédures internes. Est-ce que les règles internes sont réellement respectées et est-ce que je respecte aussi le cadre réglementaire? Ça, c'est
je dirais, une des inquiétudes, voire la première des inquiétudes des services commandes publiques que j'accompagne, c'est de vérifier que, en gros, la CRC ne va pas leur dire qu'ils sont hors des clous et qu'ils n'ont pas un suffisamment bon taux de couverture. Donc la cartographie permet de répondre à ça, mais j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'elle est capable de faire, c'est vraiment une étape extrêmement accessible et facile, réponse très simple à obtenir. Un des éléments qui est plus intéressant quand on rentre réellement dans la démarche achat, en fait, c'est d'arriver à clairement identifier les enjeux, les vrais enjeux pour les prioriser et pour faire ce que j'ai indiqué dans un deuxième temps, commencer à définir une véritable stratégie d'achat. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Un autre élément de la cartographie, c'est également d'organiser au mieux ces ressources. Quand on a vu où étaient ces enjeux, quelles étaient nos problématiques, ben on est capable de savoir où finalement dépenser du temps, auprès de quel type de service, et au contraire, peut-être demain, identifier tous les sujets sur lesquels on devrait passer beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de temps, et peut-être revoir sa stratégie de marché. Un autre élément, et ça fait presque le lien avec un des points que j'aborderai un peu plus tard, sur la contribution de la cartographie dans la réalisation d'un spazer, c'est cet état des lieux doit nous permettre de définir les bons indicateurs. Quand je dis les bons indicateurs, c'est et les indicateurs qui sont pertinents au regard de vos enjeux, de votre stratégie d'achat, mais aussi, et c'est extrêmement simple, quand je dis les bons indicateurs, c'est aussi les indicateurs qui sont, que l'on peut obtenir. Il y a parfois plein d'infos qu'on voudrait avoir, je le vois quand j'accompagne des clients sur des spazers, mais quand il s'agit de les calculer, on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué de récupérer l'information, donc nous d'aller chercher des moyens un peu pour contourner des problématiques ou des indicateurs un petit peu adjacents. Donc ça, je dirais que c'est la base de la cartographie, les objectifs initiaux de la cartographie. Et ça permet également d'aller plus loin. Alors là, je m'adresse à des structures qui seraient déjà un petit peu plus matures. Ça va leur permettre de travailler, de pouvoir demain réaliser une analyse de risque, soit une analyse de risque classique achat, ou une analyse de risque RSE. C'est aussi des étapes qui sont intéressantes quand on va réaliser demain un spazer. Et une partie quand même qui a une forte valeur ajoutée cette fois au niveau achat, c'est clairement de définir des plans d'action par famille. Donc c'est une déclinaison de la stratégie beaucoup plus opérationnelle. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire par famille, quel est mon plan de bataille, quels vont être les leviers que je vais pouvoir activer. Ça sert à ça aussi la cartographie. Et enfin pour la partie spazer, là où en quoi la cartographie peut contribuer à la réalisation d'un spazer, à lui donner un peu de corps, à insister sur les points qui sont réellement importants pour vous, pour votre collectivité, pour votre structure, et pouvoir mettre les bons indicateurs en place. Donc finalement, la cartographie, et ça peut être peut-être dur à entendre pour certains, mais moi j'estime que c'est vraiment le socle d'une démarche achat et d'une démarche achat structurée. Sans ça, on ne pourra pas avancer sur toutes les autres étapes. C'est vraiment la base de votre démarche achat. Alors là, on passe à finalement un aspect assez quand même important et à noter, c'est que la cartographie nécessite quand même un certain nombre de prérequis techniques, mais pas que techniques. Là, déjà, le premier point qui va en crisper certains, c'est qu'il va falloir maîtriser un minimum les outils Excel. C'est un sujet dont on parle bien souvent, que ce soit pour la réalisation d'une cartographie ou pour d'autres éléments. Un outil, un système d'infos, quel qu'il soit, ne fera pas la cartographie à votre place. Ça va se terminer à un moment ou à un autre sur Excel, et donc il y a un minimum de techniques Excel à avoir.
Quand j'accompagne certains clients, la chance que certains peuvent avoir, c'est qu'ils vont avoir un service, par exemple un service gestion, un service finance, où il y a là, normalement, c'est là que vous allez trouver des experts en analyse de données, analyse de chiffres, et en plus ils savent de quoi ils parlent, donc ce sont en général leurs chiffres que vous allez travailler, qui peuvent vous aider. Et donc chez certains clients, on a fait ce travail de cartographie, un peu en collaboration à trois, c'est-à-dire avec une personne du service finance, plusieurs interlocuteurs d'un service commande publique et le cabinet, nous, la partie support méthodologique, orientation. Mais il faut, là il n'y aura pas de miracle, il y a un minimum de technicité Excel à avoir. Juste, j'en profite. Là-dessus, le produit Marco, il permet justement de remonter les besoins et de pouvoir après faire des requêtes dans le décisionnel. Et on a une question. Est-ce qu'on doit avoir lancé ou rédigé tous les achats avec Marco pour réaliser la cartographie des achats avec Marco décisionnel? Alors, c'est un point important sur lequel je reviens un peu plus loin. Là aussi, il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire que dans le décisionnel, vous n'allez avoir que les informations que vous avez renseignées dans le décisionnel. Tout ce qui est passé en procédure, vous allez l'avoir, mais toute votre dépense qui est hors marché, et dans n'importe quelle collectivité, il y en a, tout ce qui est moins de 40 000 et autres, tout ça, ça n'apparaîtra pas. Et cette proportion de dépenses est absolument pas négligée. J'ai sorti une stat là, mais qui est vraiment structure dépendante, et considérez que au moins 20% de votre dépense va être hors marché. Et en plus de ça, nous, dans le jargon achat, c'est ce qu'on va souvent appeler les dépenses pirates. C'est là-dessus que vous allez avoir beaucoup de leviers d'amélioration des coûts à activer. Donc il serait dommage de passer à côté de ça dans l'analyse, parce qu'en termes d'achat et derrière d'économie, c'est là que réside un sacré potentiel. Donc, mais ça, comme certains clients nous ont demandé de pouvoir gérer les hors marché dans Marco, ce qui n'est pas paradoxal. On n'ira pas jusqu'à créer un module dépenses pirates, on n'ira pas jusque-là. Mais comme le dit Nicolas, c'est vrai qu'il va falloir recouper les informations qui viennent de Marco via le décisionnel et celles qui viennent d'autres outils comme votre outil de GF, notamment, mais Nicolas reviendra un peu plus tard lors de sa présentation. Un autre prérequis, tant qu'on y est là, je vais passer sur le côté facture un peu lourde au départ, c'est finalement disposer aussi d'une certaine logique mathématique. Parce qu'autrement, il y a tout un tas de pièges dans lesquels vous allez pouvoir tomber dans l'analyse. Un des plus classiques que j'ai observé, que je continue à observer, c'est notamment les pièges liés aux moyennes. Avoir des dépenses moyennes, on va souvent se contenter de cette information et en tirer des conclusions. Et moi, je me souviens, c'est un acteur privé, hein, mais un directeur général qui avait pris des mauvaises orientations stratégiques parce qu'il s'était basé sur une moyenne plutôt que sur une médiane. Et si on avait utilisé un autre indicateur, on aurait fait des choix complètement différents. Donc attention à ça, c'était une des phrases de Jean Covici qui dit ça, que je trouvais intéressant. Si vous avez les pieds en frigo et la tête dans le four, en moyenne, vous êtes peut-être à la bonne température. Mais vous voyez bien que ça n'éclaire absolument pas votre profil de dépense, si je peux revenir sur la partie chiffre. Donc la logique mathématique vous aidera aussi derrière à calculer les bons ratios, à vous intéresser au bon croisement de données. Et un autre prérequis qui est moins technique, c'est déjà de disposer de données exploitables. Vous avez, et si vous êtes sur une structure importante, vous avez probablement la chance d'avoir un outil de gestion financière qui est capable de vous faire une extraction détaillée de données. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Attention toutefois, vous pouvez disposer de tout un tas de données, mais peut-être pas de nomenclature ou de nomenclature pertinente. Donc ça, vous allez devoir, c'est qu'est-ce que je fais de ces données qui sont globalement mal ventilées, pas pertinentes, de manière très intelligente. Notez quand même qu'on a fait des cartographies un peu détaillées d'informations, soit
on a utilisé dans certains cas des grandes fournisseurs, des grandes générales. On a utilisé également du balance des tiers, de la gestion financière quand on peut, c'est très bien. Et il y avoir aussi tout un tas de souhaiter pouvoir réaliser les choses correctement. Alors, visiblement, on a un petit souci de son, pardon, Nicolas. Ouais. On a des retours, C'est haché, c'est des retours saccadé. comme quoi le son est saccadé. Ok. Je vois qu'il y a une main levée aussi. Avec des grésillements. Est-ce Ouais. que tu n'es pas repassé sur ton micro? Non. C'est toujours le Jabra. C'est toujours le Jabra, non? Dites-nous si ça va mieux. Ouais. Ils disent que ça coupe, c'est saccadé. Ok. Il reste pas allumé. Là, ça va. Là, ça va mieux. Bon. Au niveau des problèmes. J'active le micro à nouveau. Non, pourtant ça a l'air bon. Je vais pouvoir repartager la fenêtre. Ah, ok. En fait, nous, ça va quand c'est nous, mais quand c'est Nicolas qui parle. C'est moi, ah, d'accord. Problème de corde vocale. On va rapprocher. Je vais revenir. Et donc, on a eu une question, parce que je pense que Pour ça a partager. mal été entendu. Est-ce que la cartographie va permettre la mise en place de la nomenclature? Alors, encore une bonne question sur la partie cartographie nomenclature. Il y a des clients que j'ai accompagnés pour refaire une nomenclature. On s'est inspiré, je pense à la région Occitanie, je pense à l'agence Alloc. On s'est inspiré en fait d'une mini cartographie extrêmement basique, simplement pour avoir une répartition de la dépense, alors soit par fournisseur, soit par déjà famille, même si ces familles n'étaient pas très bonnes. Et c'est à partir de là qu'on a choisi soit de fusionner certaines familles, soit d'en éclater certaines, soit d'en renommer, soit de refaire des règles de ventilation. Donc ça a été une première base, en tout cas si vous voulez revoir votre nomenclature, c'est la première étape, mais on n'a vraiment pas besoin de faire une cartographie complète. Ce que vous voyez là au tableau suffit, c'est-à-dire vous arrêtez à la partie 2, une analyse ABC, et je vais vous donner un petit peu plus de détails, suffit largement pour revoir sa nomenclature. On peut aussi, mais là c'est plus pour on va dire des petites structures, si on n'a pas du tout de nomenclature, si on n'a pas du tout de gestion financière, on peut s'inspirer tout simplement d'un grand livre fournisseur et d'une balance des tiers, faire sa cartographie en se basant sur les tiers, en considérant que un tiers est affecté à une typologie de dépenses. Et là, pour que ce soit humainement réalisable, on va se rester sur les top tiers, on ne va pas regarder toutes les petites dépenses, mais si on prend tous nos fournisseurs supérieurs à 10 000 €, bah, chaque fournisseur, on va l'associer à une catégorie de dépenses et on pourra comme ça faire une cartographie en mode dégradé. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, vous avez une GF et pour aussi bon nombre d'entre vous, vous êtes déjà utilisateur de la solution. Donc normalement, vous êtes suffisamment outillé, vous avez la donnée accessible. Après, il va falloir l'exploiter, mais vous avez quand même la donnée accessible. Est-ce qu'il y a deux questions? Oui. Sur est-ce qu'on aurait des modèles de cartographie de nomenclature et si on part de zéro, comment on fait? Quelque chose de technique, mais j'ai voulu partager les trois étapes de la c'est vraiment structuré. Par contre, les attendus et les indicateurs on doit retrouver les éléments de base.
dans les prochains mois. C'est une technique, c'est la collecte de sur la partie on collecte des données sans bien par mail à votre direction financière. Je peux faire ça. On va essayer. On va changer. Je dis direct. J'espère que vous entendez un petit peu mieux. Alors, peut-être que le micro ici. Si certains peuvent nous dire si le son est bon cette fois ou mieux. Est-ce qu'il y a du mieux niveau son? Alors, pour ma part, oui, pour l'instant, on entend. Moi, ça va marcher. Ok. On va essayer. Ok. On va réessayer comme ça. Si n'hésitez pas à nous signaler s'il y a un souci. Et alors, la question, justement, sur le nettoyage, qu'est-ce qu'on doit retirer, les subventions? Alors, voilà. Dans la partie nettoyage, en fait, c'est une étape assez large avec pas mal de choses à intégrer. Ce que vous avez soulevé là comme point dans votre remarque, c'est quelles dépenses il faut enlever. Alors, il y a, selon l'extraction que vous allez faire et selon ce qu'a pu peut-être préfiltrer les personnes à la direction des finances, il y aura déjà une partie de la dépense qui ne nous concerne pas, qui aura déjà été sortie. Des impôts et taxes, peut-être des subventions, peut-être des frais de personnel, peut-être tout ce qui est traitement, etc. aura pu être sorti. En utilisant, on va dire, les codes comptables et les imputations financières, la direction financière a pu faire ce premier travail. Par contre, il y a tout un tas d'étapes, tout un tas peut-être de dépenses qu'elle n'aura pas vues, qu'elle n'aura pas sorties. Notamment, il y a parfois des investissements qui sont faits dans la collectivité qui ne sont pas réellement des prérogatives d'achat, ou des contrats que vous avez avec une structure qui va faire votre collecte des déchets, par exemple, ou d'autres types de dépenses de cette nature. Ça, il va falloir les isoler, les neutraliser pour finalement ne conserver que ce qu'on va appeler un périmètre adressable. C'est finalement toutes les dépenses sur lesquelles un service achat-commande publique peut légitimement travailler. Et ensuite, notamment dans l'analyse, vous pourriez faire la comparaison du périmètre adressable, tout ce sur quoi vous pourriez travailler, versus le périmètre adressé, ce sur quoi vous travaillez concrètement, ce sur quoi vous avez des marchés, ce sur quoi vous avez un regard. Il y a peut-être déjà là un gap, systématiquement, mais est-ce que ce gap concerne uniquement certaines familles, uniquement certains services, uniquement certaines typologies de dépenses? Ça va être à vous d'observer ça dans cette première d'analyse. Ensuite, sur le nettoyage de données, il y a toute une partie qu'on va aussi appeler préparation des futurs tableaux. Vous avez peut-être dans votre extraction d'AGF certains codes famille, mais pas les noms ou les libellés des marchés, ni la nature des prestations. Donc, il y aura tout un travail de correspondance entre plusieurs bases de données à créer. Il y a peut-être aussi, si vous voulez créer des tableaux en disant comment évoluent mes dépenses d'un semestre sur l'autre ou d'un trimestre sur l'autre, il est peu probable que votre extraction AGF
vous ai mis derrière les dates, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Ça va être à vous de créer ces nouvelles colonnes qui vous serviront plus tard dans l'analyse. Donc il y a toute cette étape préliminaire qui, moi, habituellement, va me prendre entre 2 et 3 jours selon les données que j'ai pu récupérer. Donc c'est un travail assez fastidieux, assez ingrat au début, mais qui va nous faire gagner beaucoup de temps pour la suite. Alors, il y a une question, c'est très très large, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre, mais c'est quelles données devons-nous demander? Alors, ça, ce qu'on disait, on aura peut-être la possibilité de passer un template, ça peut être un fichier Excel avec des types de colonnes, des délais de colonnes qu'on peut demander à la direction financière. Mais en fait, il y en a tout un tas, ce serait extrêmement long de les sortir, mais il y a peut-être une cinquantaine de colonnes que vous allez récupérer. C'est quel service à dépenser, quelle date, quelle nature, est-ce qu'il y a un marché, si oui, quel numéro de marché, s'il y a une nomenclature, quel est le code nomenclature, libellé de nomenclature, quel est le nom du tiers, le code du tiers, plein de colonnes généralement sur les montants, sur le montant engagé, le montant peut-être global du marché, le montant annualisé, les quantités qui ont été consommées parfois quand on a l'information. Enfin, il y a vraiment globalement une cinquantaine de colonnes utiles que la plupart des logiciels de GF, pour 80%, sont capables de vous sortir. Et généralement, il est judicieux d'avoir ensuite un échange avec les personnes de la finance pour bien comprendre ce qu'il y a dans chacun des libellés colonnes. C'est pas toujours hyper intelligible, surtout okay. Et je pense que pour vous partager un template, je pourrais en partager aux équipes de Marco et puis pour le diffuser. Sur les grandes étapes de la cartographie, alors on commence un peu par en mode noir. La première étape, c'est de faire une analyse ABC. Je vais avoir une slide derrière pour vous expliquer ce que c'est. En gros, l'idée, c'est de classer ces dépenses, alors soit ces fournisseurs, soit plutôt ces familles, par ordre d'importance. Évidemment, on se focalisera sur les familles les plus importantes en premier et on mettra de côté les plus petites par la suite. Ensuite, et j'aurai une slide pour revenir en détail là-dessus, on fait ce qu'on appelle une analyse de Krajcik. L'idée, c'est finalement d'évaluer ces familles en fonction des enjeux, des enjeux et des risques. Et j'aurai l'occasion de détailler ça un petit peu plus tard. Normalement, à l'issue de ces deux étapes, vous avez déjà fait ensuite une première pré-analyse, vous avez analysé les grandes masses et vous avez pu identifier où étaient les sujets à creuser, quels étaient les départements sur lesquels il allait falloir peut-être insister plus, peut-être en rencontrer certains pour mieux comprendre certains enseignements, certains éléments d'après-analyse. Ensuite, l'autre étape, ça va être de faire la cartographie de vos contrats et de vos marchés. Ça peut être facilité parfois par votre outil de GF qui a pu associer directement l'information quand elle est dépensée chez un fournisseur. Il aura indiqué s'il y avait un marché, si oui, lequel, et vous pourrez avoir une information, savoir jusqu'à quand cette dépense est couverte, est-ce qu'elle a été systématiquement couverte ou non. Donc là, il y a un travail de rapprochement et c'est un des premiers travaux, des premières étapes de croisement de différentes bases de données. Là, vous allez vraiment vouloir faire communiquer des informations de l'EGF et des informations de votre contrat tech, base contrat, différents. Une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous pourrez commencer à, cette fois, vraiment finaliser votre travail d'analyse, faire la présentation des données. Donc là, on commence à construire nos beaux tableaux sur Excel et on commence à en général vouloir les mettre les faire parler en intégrant ça dans une présentation, un PowerPoint, un Canva ou ce que vous voulez, mais donner des sous-titres aux différents tableaux et lier vos différents tableaux. Il faut qu'on sente dans notre rapport final en fait le cheminement de votre pensée. Donc ça, ce sont les grandes étapes de la cartographie classique pour obtenir un résultat c'est normalement basique de présentation des données. Là-dessus, il y a une petite question sur les accords cadres. Sur les accords cadres, est-ce qu'on prend sur les 4 ans, est-ce qu'on prend les bons de marché subséquents, est-ce qu'on prend
pour les désaccords? Alors, en fait, il y a deux choses là-dessus. Il faut bien savoir de quoi on parle. Si on s'intéresse à votre cartographie de contrat, on aura une information normalement peut-être justement ces montants maxi, montants mi, mais sur votre GF, vous allez avoir normalement que des informations des montants qui ont été engagés ou réellement dépensés. Donc on parle à chaque fois, c'est un point important, c'est selon les sources de données, les montants ne signifient pas tout à fait la même chose. Ça, c'est un point, voilà, un point important. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà vous, mis le doigt sur ce type de problématique. Et en fait, ces petites subtilités techniques et méthodologiques, vous allez en rencontrer tout un tas de déroulés d'outils de cartographie. La première étape, un peu plus en détail, alors je vais pas tout détailler parce que vous aurez le support derrière et je voulais qu'on avance un peu sur la suite, mais la première étape, c'est de s'assurer qu'on a une nomenclature et sinon essayer de faire une nomenclature un peu en mode dégradé, en s'inspirant de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, peut-être du grand livre fournisseur, du grand livre général, ou pire pas grave, on prend la nomenclature financière, même si elle n'est pas parfaite, et on travaille sur cette. La première analyse de dépenses, en fait, on vient essayer de répondre à des questions assez simples. Comment évoluent mes dépenses entre N-1, parfois N-2, si vous voulez faire l'exercice sur 2 ans. Techniquement, si on fait l'exercice sur 3 années, c'est rapidement assez compliqué, il faut le savoir. À présenter dans la présentation de résultats, ça devient assez lourd. Je dirais que pour vous de faire un N-1, c'est largement suffisant. Ensuite, on essaie de sortir des volumétries de factures, à la fois des montants, mais aussi des nombres de factures. Et ce qui est bien, c'est de commencer à croiser les informations. Savoir combien j'ai dépensé et combien ça représente de factures, c'est une première information intéressante. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est découper mes dépenses par grandes branches en m'intéressant à quand je dépense par exemple jusqu'à 100 000 euros ou 100 000 euros et plus, combien j'ai de factures. Entre 100 et 40 000 euros, combien j'ai de factures. Entre moins de 5 000, peut-être combien j'ai de factures. Et moins de 1 000, combien j'ai de factures. Vous vous rendrez compte en faisant ce découpage-là, peut-être que vous avez beaucoup de factures qui sont de faible montant et il faudra essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que parce que les gens ne respectent pas les règles, parce que c'est finalement du grand marché, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas assez contrôlé. Est-ce que ça peut pas être rapatrié sur un marché? Il y aura tout un tas d'enseignements entiers. Vous voyez, en termes de méthode, l'élément basique, c'est combien je dépense, combien ça représente de factures. La cartographie un peu plus avancée va s'intéresser à par type, par grande tranche de montant, combien je vais avoir de factures. Et cette logique-là est intéressante à dupliquer pour tout, pour les familles, pour les fournisseurs, pour les services, etc. Il faut qu'on sache auprès de qui on dépense, quels sont nos fournisseurs principaux, est-ce qu'ils sont très nombreux, des 20-80 assez classiques, comment est structurée ma dépense, mon top 30 fournisseurs, est-ce qu'ils font 10% de ma dépense, 50% de ma dépense, ça influencera énormément la stratégie et votre comportement derrière en tant qu'acheteur responsable de la commande publique. On passe ensuite à l'analyse de trafic. Je vais vous donner un petit peu de détails et on va pouvoir y aller directement. En termes de méthodo, sur l'analyse ABC, ce que je vous disais, on va répartir notre dépense en 3 grands blocs. On veut catégoriser on les appelle les familles A ou la catégorie A, peu de fournisseurs ou peu de familles qui représentent un montant significatif de dépenses. Donc, logiquement, ces acteurs-là ou ces familles-là devront être traités en priorité. À l'inverse, on va tout de suite se focaliser sur la catégorie C. Ce sont tous les fournisseurs ou toutes les petites familles qui représentent, et là c'est plutôt par convention qu'on met le curseur à ce niveau-là, qui vont représenter 5% de votre dépense. Et là, c'est en général pas prioritaire et l'énergie qu'on va y consacrer doit être clairement minimisée. Entre les deux, ce qui n'est pas ni C logiquement B, là vous allez avoir et des fournisseurs qui peuvent être parfois critiques, on peut les appeler sensibles, ou autres. Donc il faudra les identifier un par un, ou même c'était pareil quand je parle de fournisseurs ou de familles, c'est pareil, on identifiera ces familles un par un et on aura un traitement spécifique.
Pour les catégories A, ce que je mets dans la partie de gauche, c'est vraiment un titre d'exemple, et là, c'est vraiment structure dépendante. Parfois, je vais prendre un top 10 famille, parfois, je vais prendre un top 5, parfois, je peux prendre un top 50. C'est à vous de le sentir en tant qu'acteur responsable de la commande publique. Comment est-ce que vous devez faire ce premier découpage? Ouais, là-dessus, il y avait une question, mais je pense que ça y répond parfaitement. C'est comment on fait pour commencer cette approche analyse, cibler d'abord une famille puis une autre, ou toutes les familles en même temps, les Au comparer. début, approche globale, voilà, on essaye de vraiment savoir, après, dans notre analyse APC, comment est-ce qu'on fait ça techniquement. Enfin, je ne voulais pas trop rentrer dedans, mais vous allez trier vos familles, l'ensemble de vos familles par montant, vous allez faire le rapport de la dépense sur la dépense totale, vous allez avoir un poids de cette dépense, et vous cumulez ces poids-là pour voir ce que cette liste en fait représente. La méthodologie, c'est comme ça. Après, je ne peux pas passer du temps là, mais ça, c'est la partie assez simple. Kralchi, je vous laisserai regarder les slides. Il y a 3 slides qui expliquent ce que c'est que cette méthodologie Kralchi. En fait, le but, c'est cette fois, on n'est plus simplement monocritère sur la dépense comme l'analyse ABC. On rentre un peu plus dans la finesse de l'analyse. Et cette fois, sur notamment vos familles A et quelques-unes, enfin vos familles de catégorie A et quelques-unes de catégorie B, on va essayer de les passer au crible de ce double facteur enjeu et risque. Combien est-ce que je dépense et quels impacts il y a pour ma structure en cas de problème, en cas de défaillance. Si avec un fournisseur, finalement, s'il ne répond plus, s'il nous plante du jour au lendemain, on a un plan B, on a une solution alternative, on a déjà 2 fournisseurs, ce fournisseur n'est pas risqué, donc on va plutôt le mettre en bas de la grille. Et c'est assez simple à comprendre, des fournisseurs qui présenteraient des risques importants et auprès de qui on dépense beaucoup sont des fournisseurs stratégiques. Des fournisseurs qui on dépense beaucoup et finalement qui présentent peu de risques, on les appelle nous des fournisseurs leviers, des familles leviers, parce qu'on peut le faire là encore par famille ou par fournisseur. Parfois on dépense peu, mais en cas de problème, on a de grosses difficultés, ou alors on est pieds-poings liés avec ce fournisseur, ou voilà, là on est plutôt dans une famille critique. Et à l'inverse, on a les achats simples quand on dépense peu et qu'il y a peu de risque. Donc là, vous avez vu la logique, et derrière, dans les slides que vous retrouverez à votre disposition, vous aurez finalement des conseils sur les attitudes classiques à adopter en tant qu'acheteur pour vous aider à définir les premiers contours de votre stratégie achat. Et je vais passer vite là-dessus pour qu'on ne s'éloigne pas trop du sujet. La suite du cheminement de la cartographie, c'est ensuite de se focaliser sur les tops. Vous allez faire un zoom un peu plus détaillé sur vos top fournisseurs, sur vos top familles, sur vos top donneurs d'ordre, où là on se posera les questions sur la fréquence d'achat, peut-être aussi sur le turnover, la rotation des fournisseurs au sein de ces familles. J'ai eu beaucoup de clients qui, par exemple, pensaient qu'ils avaient certaines familles qui étaient figées. On travaille toujours avec les mêmes. L'exercice de cartographie a permis de montrer que pour un ou deux fournisseurs, oui, mais pour tous les autres, chaque année on changeait. Est-ce que c'était judicieux? Pourquoi est-ce qu'on changeait chaque fois? Pour moi, il y avait un travail d'investigation à faire derrière pour comprendre. On va ensuite s'intéresser à la couverture contractuelle. Et on peut là aussi distinguer la couverture contractuelle en fonction de la nature des prestations. Votre GF vous permettra de distinguer les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement. Et plutôt que d'avoir un taux moyen, un taux de couverture moyen, c'est bien de l'avoir en fonction des familles de fonctionnement, des familles d'investissement, et peut-être d'avoir quel type de prestation vous avez un taux de couverture qui est bon, et au contraire sur lesquels vous n'êtes pas bon. Si vous vous contentez d'une moyenne très très globale, vous serez incapable de définir un plan d'action. Vous serez presque toujours dans le flou. Vous saurez que c'est bon ou c'est pas bon, vous ne saurez pas forcément pourquoi. L'avoir ensuite coupé plus finement vous permettra réellement de vous dire il faut que je travaille avec tel donneur d'ordre, telle direction, parce que c'est vraiment avec eux qu'on n'est pas bon. Ou avec les familles, c'est là qu'on est aujourd'hui, qu'on n'est pas au niveau qu'on a risqué. La dépendance financière, je vais passer peut-être rapidement dessus, mais c'est auprès de votre fournisseur, c'est intéressant de savoir quel est votre rapport de force. Et chez certains clients, j'ai vu des situations à risque.
la collectivité représentait 70% depuis 8 ans avec une boîte de télé. Bon, voilà, il faut ça, mais au moins, Alors, j'avais juste une petite question sur graphique. Est-ce qu'on est sur les fournisseurs ou est-ce qu'on est sur les familles d'achat? double approche, et fournisseurs et famille, on va voir les deux. Moi, je recommande de plutôt commencer par famille, et ensuite, quand on travaille notre plan d'action, on est là au niveau des fournisseurs. Mais en première intention, je préfère travailler en famille pour la base. Et là, pour aller plus loin, vous allez pouvoir aller travailler sur la répartition géographique de la dépense. Là, ce qui commence à être magique, c'est que le décisionnel de Marco pourra vous aider, est capable de sortir ça en automatique. Mais, comme je le disais ici, uniquement sur le périmètre qui est passé par Marco. Si vous le faites à la main, à partir de GA, vous aurez la vision globale. Si vous le faites avec Marco, vous aurez très rapidement une vision sur uniquement la dépense marché. Sauf si on émet une règle que chaque demande d'achat doit passer par Marco. Là, si on externalise, etc., là, on aurait toutes les demandes nouveau process interne, ça peut être une piste. C'est vraiment à balancer en fonction énormément de facteurs à balancer. Et ça peut être une piste pour faire rentrer un maximum de données dans l'outil. Cette information de répartition géographique de la dépense, pour ceux qui l'ont peut-être déjà utilisé, en général, vos élus sont extrêmement friands de ce type d'information. Et le service com aussi. Et une fois que vous allez leur proposer, ils vont vous demander tout le temps. Tous les 6 mois, il faudra que ce soit actualisé. Dans la même veine, ce qui peut être intéressant, c'est la répartition de dépenses par structure. Est-ce que vous dépensez auprès de TPE, de PME, de TI, de grands groupes? Et si vous croisez les deux, c'est encore mieux. Combien de TPE du territoire, et là aussi, le décisionnel peut vous aider. Et pour aller plus loin, il y aura un travail peut-être un peu plus d'audit en interne pour faire une revue des pratiques lors des procédures. C'est quelque chose que vous pouvez demain monitorer. Dans combien de cas vous avez fait des sourcings, dans combien de cas vous avez fait une analyse fonctionnelle du besoin, dans combien de cas on a travaillé en complet, etc. Essayez de suivre comme ça toute votre démarche. Et là aussi, le décisionnel peut le faire, c'est vérifier quelle est la bonne application des critères RSE dans les procédures. Il y a un volet sur lequel on reviendra. Donc c'est là que c'est sur cette étape, pour aller plus loin, que vraiment le indécisionnel peut vous aider. Mais avant, il y a, ce que je veux dire, il n'y a pas de miracle, ça va être une gros travail à faire vous-même avec Excel, ou alors aller payer un restaurant aux personnes de la finance et puis ils vous aideront. Mais un outil ne fera pas votre cartographie à votre place. Par contre, et moi j'y pense souvent quand je vois comment évoluent les outils aujourd'hui, comme je vois ce que peut proposer Marco chez les clients, c'est que ça peut nous permettre d'aller quand même beaucoup plus vite sur bon d'étapes et aussi d'aller beaucoup plus loin. Des choses sur lesquelles j'aurais renoncé avant parce que trop chronophage, là maintenant elles sont quasi disponibles en version presque finale, donc on les réintègre dans la cartographie. Là-dessus, j'ai eu une question. Alors, peut-être que ça va loin, hein, mais le risque, est-ce que c'est la dépendance économique ou l'abus de dépendance économique? Est-ce qu'il y a un risque d'être juste dépendant ou en abuser? Alors, légalement, vous avez un risque quand vous êtes en dépendance économique, c'est-à-dire pour le législateur, si vous pesez pour plus de, je sais jamais si c'est la partie France, Europe, mais en 25 et 30%, si vous pesez pour plus de 25 ou 30% dans le chiffre d'affaires d'une entreprise, cette entreprise est économiquement dépendante de vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous retirer comme ça. S'il ne vous plaît plus, s'il bosse mal, s'il ne fait pas ce que vous lui demandez, vous ne pouvez pas lui dire merci, parce que vous devez rentrer dans un processus de désengagement qui va dépendre de l'historique de dépendance, du niveau de dépendance et aussi du secteur dans lequel vous êtes. Dans certains secteurs, votre fournisseur pourra trouver d'autres clients très vite, pourra se retourner très vite, et dans d'autres,
Bah non. Donc dans ce cas-là, vous aurez aussi plus de temps si vous partez en litige. En tout cas, c'est jamais une situation très agréable de se retrouver dans ce cas. Et à l'inverse, je dirais qu'il y a plutôt moral et éthique, cet abus de dépendance, miser ou se servir de ce rapport de force pour être peut-être plus exigeant, demandeur vis-à-vis d'un fournisseur. C'est rarement une situation très saine sur du long terme. Et elle vous expose. Pour rappel, c'est important sur les données, le décisionnel ou un SI Marco ne trace pas l'intégralité des dépenses, sauf si vous avez une procédure pour que chaque euro soit tracé dans un outil. Mais ça va être difficile à faire avaler à vos équipes. Donc, premier élément. C'est le cas. C'est pas évident, mais certains acheteurs commencent à l'intégrer. Ouais. Ouais. Pour moi, il y aurait clairement une balance à trouver, un curseur à positionner au bon endroit. Donc, vous avez un périmètre qui est par nature limité. Normalement, tout ce qui est hors marché ne passe pas dans l'outil, et donc Marco est aveugle sur cette partie-là. Et ça dépend aussi beaucoup des informations qui sont saisies. Et là, bien souvent, comme ce que j'observe, c'est que ce n'est pas l'outil qui est limitant, c'est que l'outil a prévu les causes, mais elles ne sont pas renseignées, ou alors elles sont mal renseignées, et on n'est plus capable après de savoir comment analyser les informations qui ont été rentrées. Donc je le rappelle, il y a un vrai sujet organisationnel. C'est quand même important d'avoir ça en tête. Dans l'outil, il n'y a pas tout, et il n'y a que ce que vous rentrez. Donc la qualité de la donnée est essentielle. Clairement. Et là, bien souvent chez mes clients, ce qui se passe après un premier exercice de cartographie, c'est qu'on se rend compte des lacunes qu'il peut y avoir dans l'outil parce que les choses n'ont pas été renseignées, ou alors chacun les renseigne un peu comme il le veut. Mais ce qui est vrai pour Marco, voilà, en comptabilité, je fais des clients, une même nature de dépenses, vous demandez à deux comptables, certains ne vont pas les affecter forcément dans les mêmes comptes comptables. Donc, surgit l'interprétation, et ça peut être intéressant de clarifier aussi les choses, de proposer un guide pour cadrer, définir une procédure, un processus interne. Donc, le décisionnel pour la première partie de la carto, valeur ajoutée limitée. Clairement, par contre, pour aller plus loin, là, vous allez voir à quel point ça va apporter du plus et peut vous aider à faire des focus, comme vous disiez, sur les tops. Parce que bien souvent, c'est automatique. Quand vous allez vous intéresser au top, souvent, il y a contrat derrière. Il y a forte dépense, il y a contrat. Donc là, vous allez avoir rapidement une information fine sur ce périmètre qui vous intéresse. Là, ce sera un petit mémo et aussi un guide Marco si vous le souhaitez. C'est tout ce que peut vous proposer un outil par expérience qui va bien plus que ce dont vous avez besoin. Mais voilà, sachez que ça existe. Et après, ce que j'observe aussi, c'est qu'en ayant fait des cartographies, les services se rendent compte de ce qu'ils auraient besoin. Ils ont une petite particularité, un petit rapport très spécifique qu'ils voudraient avoir, et ensuite ils mettent ça en place, c'est assez facile. En tout cas, en standard, vous avez beaucoup d'informations qui permettent de répondre à tout un tas de l'ensemble des obligations que vous avez aujourd'hui. Je vais faire un petit focus, là, je ne vais pas rentrer en détail sur le développement durable. Tout ce que vous voyez en dessous, dans les encadrés verts en sous-critères, sont ce qui peut être attendu par le cadre réglementaire et ça répond à l'ensemble de vos questions. Après, il faut avoir correctement saisi les informations pour qu'elles remontent dans le décisionnel. Vous pouvez avoir en automatique, ce que je mettais sur la partie droite, l'empreinte économique des contrats, c'est une répartition géographique de votre dépense. Là où je vous l'ai dit tout à l'heure, vos élus peuvent être très friands de ce type d'information. Après, attention, comme je dis, il faut être toujours un peu vigilant sur d'où vient la donnée. Ce que vous allez avoir, c'est une répartition de la dépense en fonction des entités qui vous facturent. Vous avez tout un tas de filiales qui peuvent vous facturer, des services qui sont facturés au siège réalisé par exemple en agence ou autre. Vous pouvez avoir finalement tout un tas
de biais ou de petits pièges. Cette information est aussi à prendre avec des pincettes et c'est important de donner des sous-titres quand vous partagez ces éléments avec vos élus, d'autres parties. Quand on en avait parlé en fait avec Frédéric, on avait une des conclusions qui m'était arrivée un petit peu naturellement, c'est que en fait ces deux éléments, cartographie et éléments du décisionnel, en fait, ne se substituent pas les unes les autres, mais sont faits pour travailler ensemble et de plus en plus, ensemble. Et ce que je vous invite à faire, c'est clairement à créer cette synergie entre les outils et les rapports, les indicateurs que vous pouvez trouver en décisionnel pour enrichir votre cartographie et vous servir des enseignements de votre cartographie pour créer ensuite vos propres rapports qui vont vous faire gagner du temps pour la suite. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut travailler avec ces outils, c'est arriver à voir comment ils peuvent se compléter et interagir entre eux. Pour finalement conclure cette intervention, ce que je vais rappeler en fait, certains messages qui pour moi me paraissent des messages clés, c'est que la cartographie c'est le socle d'une démarche achat. Je suis assez surpris en fait que beaucoup de structures fassent de l'achat, gèrent leur quotidien sans avoir fait ce travail de cartographie. Pour moi, ils sont à l'aveugle. Ils vont être souvent en réaction, traiter le flux qui leur arrive, mais c'est très difficile d'avoir une vision un peu prospective et de prendre les devants si on n'a pas fait ce travail de cartographie. Il n'y a pas de secret, il faut être même conscient de ça, c'est que c'est un travail difficile la première fois, qui requiert des compétences techniques, je pense que vous l'avez vu, une certaine logique. C'est difficile, mais c'est vraiment faisable. Ne négligez pas le temps qu'il faudra au début, mais c'est pas du temps investi en pure perte. Ce que j'ai réalisé chez beaucoup de clients, c'est que notamment quand on a travaillé, on a fait la cartographie presque à deux, je ne l'ai pas fait pour le client, mais je les ai aidés à la faire. C'est que ça a développé un sens analytique chez les équipes et derrière, ça leur a donné envie d'aller plus loin dans les analyses des offres, dans le développement d'évaluation d'offres, par exemple, en complet. Finalement, ça a permis de développer, voire de débloquer certains aspects. Et ce que je me suis aussi aperçu, c'est que pour beaucoup, la cartographie, finalement, ils avaient toujours fonctionné sans. Bon, ils ont l'impression de faire quand même correctement leur boulot. Mais c'est qu'après l'avoir eu en main, après avoir finalement vu ce que ça permettait d'obtenir comme il faut, quelles orientations ils allaient pouvoir donner, ça leur a permis aussi de faire en sorte que leurs interlocuteurs changent leurs attentes vis-à-vis d'eux. Petit à petit, cette valeur ajoutée est clairement perçue, mais ce n'est pas au moment de la livraison de cartographie que ça arrive. C'est quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, qu'on arrive à la conclusion de comment j'ai pu faire ça avant. Les outils SI, pour moi, si je veux vraiment synthétiser, n'aideront véritablement pour aller plus loin. Et encore plus loin. J'irai beaucoup plus loin que ce que je fais à l'heure actuelle. Il y a plein d'informations disponibles que je n'exploite encore pas et qui pourraient clairement être utilisées. Là, l'outil vraiment peut permettre de passer une marche très très importante. Et moi, si j'avais eu cet outil il y a quelques années, quand j'ai fait une première cartographie, j'aurais passé quand même beaucoup moins de temps et j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant. Et après, ce qu'on évoquait, c'est que si vous voulez plus vous aurez d'informations dans l'outil, plus elle sera fiable, plus ça vous fera gagner du temps pour la génération de ces cartographies, mais aussi des indicateurs. Donc là, c'est à vous de trouver, de créer une organisation, une procédure pour alimenter correctement l'outil. Je suis par défaut plutôt pas pour un 100% dans l'outil.
Je pense que c'est inefficace. Mais entre le 100% et le juste les marchés, il y a peut-être un équilibre à trouver, et notamment entre les travaux de photographie peut aider à peu les défis. Je vous remercie pour votre attention. J'ai eu pas mal de questions que j'ai pas eu le temps de poser. Je ne sais pas si je les pose maintenant. On va avoir quelques films, bien sûr. Allez, bon, déjà, ça m'a fait sourire. Donc, il y a Candice Tiras de la région Occitanie qui a dit qu'effectivement, la première année, c'était compliqué, mais qu'elle vous remercie vraiment de votre accompagnement. Petit message personnel de Frédéric. Merci. Et il y a des questions sur vos formations sur l'achat. Voilà, si vous faites des formations sur l'achat là-dessus. Alors des formations, en fait, on en fait beaucoup. Enfin, ça reste une part modeste de notre activité, mais moi, je donne des cours en école de commerce, j'écris des programmes et je fais des formations de tout type. Dans les formations classiques qu'on fait, il y a déjà l'achat, je dirais l'achat pour des services commande publique, parce que rapidement, les services commande publique se rendent compte que l'achat, c'est pas la commande publique, donc il y a tous les outils qu'il faut commencer à créer et mettre en œuvre, donc ça, on en fait quand même beaucoup. Et sur la cartographie en tant que telle, on peut le faire en formation. J'en ai assez peu fait en cartographie directe, parce que bien souvent, les personnes veulent que ce soit un peu concret, qu'on puisse travailler sur leurs données. Et donc, ce qu'on fait plutôt, c'est une formation généraliste en accompagnement, faire avec eux une cartographie. C'est un format auquel je crois, on a fait avec quelques collectivités, parce que ça leur permet de voir vraiment concrètement quelle méthode de faire. Je leur montre comment on fait ces premiers tableaux et je leur dis maintenant, viens, à toi de faire le suivant. Et ils ont vu quels étaient comment on manipulait les données, par quel bout on prenait les choses. Mais formation pure à la cartographie, en fait, j'ai dû en faire une ou deux. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur des formats. Par contre, voilà, faire une cartographie, faire votre cartographie sous format formation accompagnée en formation, ça c'est plus intéressant. Et il vaut mieux que ce soit voilà, pour un client unique. J'ai plusieurs personnes que j'accompagne collectivement sur Paris avec lesquelles on a fonctionné comme ça. Mais avoir 3-4 structures en même temps qui voudraient se faire former, c'est difficile à organiser. Ces gens s'ils veulent se former en cartographie, globalement, ils veulent du concret. Ils veulent qu'on avance sur la leur. Et c'est ça qu'il faut. Okay. Laurent Dubasque nous a demandé si Marco pouvait nous aider à faire la création, enfin à créer une cartographie des achats. Créer, ça sera compliqué comme Nicolas, ça sera un outil qui va faciliter cette démarche-là, notamment via le décision, parce qu'on va en faire aussi dans les mois à venir avec cette grosse fonction de pilotage des achats qui est dans Nicolas certainement accompagner les achats quand on va mettre en place cette carto. On ne va pas la créer de A à Z, je pense pas qu'on pourra faire, et ce qu'on envisage de faire, c'est par exemple créer une nomenclature interne pour ceux qui n'en ont pas. Alors, simplement sur les dépenses déjà effectuées par l'acheteur, et en faisant tourner notre modèle d'IA dessus, qui va venir comparer les dépenses avec une structure de nomenclature par exemple, et aller sortir après des catégories, des familles vraiment adaptées à chaque acheteur. Mais la cartographie, ça reste une démarche qui nécessite de l'accompagnement et pas seulement un outil, comme l'a justement rappelé Nicolas à plusieurs reprises. Parce que derrière, en fait, je m'aperçois aussi que si on ne met pas les mains dedans, on va avoir des rapports, mais on ne saura pas leur donner du sens et comment l'exploiter. Sachant qu'il faut vraiment avoir en tête que la cartographie, ce n'est pas une fin en soi. C'est malheureux parce qu'on y passe beaucoup de temps ensemble, mais c'est vraiment le démarrage de toutes les autres étapes, définir sa stratégie, faire un plan d'action, enfin, c'est tout ça. Et donc, si vous n'avez pas manipulé les données, si vous n'êtes pas familiarisé avec ça, ça va être difficile pour leur donner du sens. Vous allez avoir des rapports automatiques faits par Marco qui vont en générer plein, mais il va falloir à la fin leur donner du sens. Et ça, ce sera pas automatique, ou même si demain l'IA le fait et donne des grandes suggestions, vous ne leur ferez globalement pas confiance, que vous n'avez pas compris ce qu'il y avait derrière. Donc,
n'y a pas de choix. À un moment, il faut peut-être mieux que lire, on n'a pas compris ce qu'il y avait derrière. Et là-dessus, il y a des questions sur justement l'imbrication de tout ça, l'imbrication de la cartographie avec la nomenclature, avec le spazer, comment tout ça s'imbrique. Alors, il y a des éléments qu'on a un peu donnés au départ. Pour faire une bonne cartographie, je recommande d'avoir une nomenclature qui soit déjà affinée. Parce que la cartographie, l'objectif aussi, c'est de la faire vivre d'une année sur l'autre. Donc, quand on passe du temps à créer ces tableaux au départ, bah, après, on a bien comment les réactualiser et les rapports, là, pour le coup, peuvent être faits automatiquement. Si notre nomenclature change entre-temps, bah, on ne pourra plus faire de correspondance. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'avant de se lancer dans la véritable cartographie, on peut faire l'analyse de dépenses, notamment s'arrêter à l'étape analyse ABC, et là, proposer une nomenclature, retravailler sur cette avant de faire réellement son travail de cartographie. Mais faire une carto pour ensuite revoir sa nomenclature, en gros, si c'est moi qui le fais, ça va prendre 10 jours, donc il y a vraiment pas. Si c'est vous qui le faites pour la première fois, vous allez passer vachement un peu plus de temps pour en plus vous rendre compte à la fin qu'il va falloir refaire beaucoup et trop pas, parce que il n'y a plus suffisamment d'investissement, c'est juste du temps en perte. Donc, on fait une partie sur une nomenclature le plus aboutie possible. Bon, il y a encore pas mal de questions qui sont arrivées. Je ne sais pas si on prend le temps de répondre à toutes les questions. On peut en prendre On en prend encore une ou deux. Il y avait une question sur le sourcing. Est-ce qu'il y a un lien entre cartographie et rencontre du fournisseur pour aller plus loin dans sa recherche Alors, pas forcément. Moi, je dirais que le sourcing, c'est une étape qui viendra après. C'est-à-dire quand la cartographie vous aura permis d'identifier peut-être les familles à enjeu, vous vous rendez compte que il y a des risques importants, des récurrences peut-être importantes, et que là, ça va être judicieux de passer du temps pour mieux connaître votre marché. Enfin, vraiment, c'est une véritable démarche d'achat. Et dans ce cas-là, le sourcing est une étape clairement recommandée. Et là, on peut parler du sourcing et de à quoi ça sert, comment le mener. C'est une étape vraiment très forte de je trouve. Et si je voulais juste en dire un mot ou deux, bien souvent, je m'aperçois que dans le secteur public, c'est assez difficile à faire parce qu'il n'y a pas cette culture du dialogue avec les fournisseurs. Il y a toujours encore cette muraille entre les fournisseurs d'un côté et la collectivité de l'autre. Les services communs publics parlent beaucoup moins que les services utilisateurs. Et finalement, en tout cas pour les clients que j'accompagnais, ils n'étaient pas hyper à l'aise en sourcing parce que ils allaient discuter avec des gens avec qui, pendant des années, on leur a dit qu'il fallait surtout pas se parler. Et donc, il y a souvent une petite frustration qui peut arriver parce que on peut avoir le sentiment d'avoir passé du temps à discuter, à rencontrer les fournisseurs et de rien en avoir tiré. Et c'est quelque chose qui se travaille. Alors là, pour le coup, on fait aussi, c'est beaucoup de promo, mais on fait aussi des formations en sourcing, on fait aussi avec des clients des accompagnements pour on fait un avec eux pour qu'ils voient que finalement c'est compliqué, c'est très bien qui manque pour qu'un sourcing soit efficace. Surtout sur les plateformes double sourcing, mais c'est Il y a tout ça, ou pas peut-être pas la double sourcing. Est-ce que là-dessus, il y avait une petite question pour savoir très rapidement la taille de l'entreprise pour faire les catégories de la cartographie? Alors, la taille d'entreprise, c'est une bonne question. Soit, alors, moi, je vais utiliser parfois des bases de données lycée, sur lesquelles je vais avoir ces référentiels-là. Parfois, il y a d'autres plateformes, et là, pour le coup, je ne sais pas si Marco le propose, je sais qu'il y a des plateformes qui, chez certains clients, rencontrent qu'il y avait ça, où ils avaient toutes les informations légales sur l'entreprise et en fonction de numéro SIRET, j'avais les informations nécessaires. Mais sinon, c'est souvent. Alors, quand ça ne peut pas être fait en automatique, moi je vais me focaliser sur un top 100, un top 200, et je vais fonctionner presque
enfin, j'ai plein de petites techniques pour fonctionner, mais je fais une recherche sur les mots-clés s'il y a, je vais retrouver des caractères qui vont permettre de savoir vraiment de quel type d'entreprise j'ai affaire. Après, on rentre vraiment dans l'artifice technique, mais ce que je vous recommande, c'est de ne pas le faire pour tout. Ça sert à rien. Enfin, c'est une information intéressante au regard de l'énergie que vous avez passée. Je ne recommande pas. Par contre, de savoir peut-être sur certaines familles, imaginons des familles de TP, chez qui vous dépensez votre argent, si vous êtes une collectivité, en général, vous dépensez beaucoup en travaux publics. Savoir si vous dépensez toujours chez des géants ou des petits acteurs, là on se perd la main. En fait. Vous n'avez pas 500 acteurs de TP vraiment tous les ans. Okay. Rapidement, donc sur AW Solutions, plateforme de profil d'acheteur, on est connecté à l'annuaire des entreprises. Et donc là, en cliquant sur le tiret, on arrive sur toutes les données de l'État et il y a des infos. Bon, il y a encore plein de questions, mais peut-être on fera un café on me dit dans l'oreille qu'il faut s'arrêter. Numéro 2. En tout cas, ce café a le suite, certainement, vu le nombre de participants et de questions. Il y a pas mal de personnes qui souhaiteraient une formation maintenant sur la nomenclature interne. Donc voilà, on pourra revenir à tout ça. C'est un sujet, pour le coup, Candice, c'est vrai qu'il y a pour en parler, on a travaillé avec la région, là-dessus, on a fait un gros travail. Mais oui, c'est un sujet, c'est un sujet intéressant, la matière aussi en parler. Si vous avez des questions techniques, j'ai aussi laissé mon mail, donc n'hésitez pas, hein, si besoin. Oui. Vous retrouverez les coordonnées de Nicolas sur le support, que je vous invite à nouveau à télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. Excellent support donc présenté par Nicolas. On va s'arrêter là pour ce café Marco. Juste une citation là d'un participant. L'achat n'est pas la commande publique, sauf d'entendre ces mots. C'est complémentaire, mais les autres ne voudraient pas pour autant. Merci pour votre participation. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation précise et éclairante. On se retrouve bientôt pour un café Marco. Le prochain le vendredi avec Yannick. Sur le métier d'acheteur. Voilà, sur le métier d'acheteur, vous avez déjà plus de 600 inscrits. Donc beaucoup de monde encore prévu pour ce café Marco. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Marjo. Merci Nicolas. Je vous remercie d'avoir participé et je vous dis à bientôt pour le prochain café Marco. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.